Je suis Abdelkader Elhaj, ingénieur de projet à CATI et ancien doctorant et post-doctorant à l'Université de Nantes, qui est coordinateur des deux projets que je vais présenter aujourd'hui et qui ont été dirigés par le professeur Abdelhamid Sobra de l'Université de Nantes. Le premier projet, c'est le projet ROS 3D qui a été réalisé pendant une thèse de doctorat et qui porte sur l'analyse probabiliste des fondations offshore en prenant en compte de la variabilité spatiale des propriétés du sol. Et le deuxième projet, c'est le projet ANCRE EMR qui porte sur l'analyse et la modélisation numérique des ancrages pour les structures offshore flottantes. Alors, commençons par ROS 3D. Alors, l'analyse et la conception des fondations offshore sont généralement réalisées par des approches déterministes qui ne prennent pas en compte la variabilité spatiale des propriétés du sol, ce qui fait que ces analyses ou la fiabilité de ces analyses reste inconnue et qui peut engendrer du conservatisme dans le design. Le but de ce projet, c'est de réaliser des analyses probabilistes des fondations type monopieux en prenant en compte l'effet de la variabilité spatiale. Alors, en quoi consiste une analyse probabiliste? Comme on peut le voir dans cette figure, c'est simplement de faire propager les incertitudes dans nos données, dans notre modèle mécanique, qui est le modèle du monopieux dans ce cas-là, pour obtenir l'incertitude de la réponse sous forme soit de PDF de la réponse, soit d'une probabilité de défaillance, etc. Alors, les défis scientifiques et techniques du projet sont que les méthodes probabilistes conventionnelles qui sont existantes, elles ne peuvent pas calculer rigoureusement la probabilité de défaillance. Et ceci est lié à deux raisons principales. La première raison, c'est que notre modèle mécanique du monopieux, il est lourd en temps de calcul. Et la deuxième raison, c'est que les probabilités de défaillance rencontrées dans la pratique sont généralement faibles, ce qui va exiger beaucoup de calculs de notre modèle, d'évaluation de notre modèle mécanique, comme je vais vous montrer ça dans les diapos à venir. Et ainsi, un outil probabiliste efficace, précis et surtout efficace en temps de calcul est nécessaire. Alors, la variabilité spatiale, les incertitudes en géotechnique sont globalement divisées en deux types. Les incertitudes épistémiques, c'est-à-dire qu'on peut réduire, et les incertitudes aléatoires, comme la variabilité spatiale, qui est une variation inhérente des propriétés du sol et qui est résultante des modes des dépôts des sols. Alors, comment on la caractérise? Alors, la variabilité spatiale est souvent caractérisée par ce qu'on appelle champ aléatoire. Alors, le champ aléatoire est décrit par une probabilité, une densité de probabilité, c'est-à-dire une moyenne et un écart type, comme une variable aléatoire. Alors, une moyenne ou une tendance, comme le montre la figure, et un écart type qui va représenter l'écart de la moyenne. En plus, une fonction d'autocorrélation avec une distance d'autocorrélation correspondante. Alors, une distance d'autocorrélation, elle présente la distance au-delà de laquelle il n'y a pas de corrélation entre deux points du sol. C'est-à-dire, plus on a une distance d'autocorrélation qui est plus petite, plus on a des fluctuations, c'est-à-dire de la variabilité du sol. Alors, cette distance d'autocorrélation, elle est déterminée à partir des mesures disponibles par des méthodes de fitting, de lissage et d'optimisation en choisissant des modèles théoriques de fonctions d'autocorrélation. Alors, comment générer un champ aléatoire, c'est-à-dire comment générer une distribution de la propriété du sol dans une modélisation numérique, par exemple? On les génère par ce qu'on appelle méthode de discrétisation. Alors, on a utilisé dans ce projet la méthode EYOL et qui estime le champ aléatoire
par une formule qui dépend des différentes caractéristiques de champ aléatoire et un nombre de variables aléatoires qui est d'autant plus grand pour des variabilités plus grandes. C'est-à-dire, pour une variabilité plus grande, on a une distance d'autocorrélation plus petite et un nombre de variables aléatoires qui représentent ce champ aléatoire qui est plus grand. Ici, on peut voir deux réalisations de cohésion de sol, avec la réalisation qui est à droite. On a la distance d'autocorrélation dans les trois dimensions qui est égale à 1. On peut voir la grande variabilité. Et celle à gauche, avec la distance d'autocorrélation horizontale qui est égale à 4 mètres et verticale à 1 mètre. Et on peut voir qu'on a plus de variabilité dans la direction verticale. Alors, donc ici, à droite, on peut voir différentes champs aléatoires, réalisations de champs aléatoires qui sont générées. Elles sont des réalisations différentes, sauf qu'elles respectent tous la moyenne de champs aléatoires, l'écart type et la structure, surtout la structure d'autocorrélation entre les points du sol. Concernant les méthodes probabilistes, c'est-à-dire les méthodes de calcul de la probabilité de défaillance, je commence tout d'abord par définir ce qu'on appelle fonction de performance G, qui est tout simplement la résistance, c'est-à-dire la résistance de la structure qui dépend des propriétés du sol, c'est-à-dire du champ aléatoire, qui veut dire qu'elle est dépendante à ce nombre de variables aléatoires qui représentent ce champ aléatoire, et la sollicitation est ce qui est appliqué à la structure. Enfin, ça peut être encore la différence entre un seuil sur la rotation et la rotation de notre structure. Alors, un G qui est positif, il va représenter une zone de sécurité, et un G qui est négatif, il va représenter une zone de défaillance. Si on va, pour rendre les choses claires, présenter un champ aléatoire seulement à deux variables aléatoires, ce qui est rare, donc deux variables aléatoires U1 et U2. La surface G égale à 0, qui est appelée surface d'état limite, c'est la surface qui sépare entre la zone G négative, qui est la zone d'échec, et la zone G positive, qui est la zone de sécurité. Alors, concernant les méthodes probabilistes, les méthodes conventionnelles reconnues souvent en géotech, c'est les méthodes approximatives, comme les méthodes forme et somme. Ces méthodes consistent à remplacer cette surface d'état limite par des modèles bien particuliers, comme une droite, par exemple, ce qui peut engendrer des erreurs au niveau du résultat. Par exemple, comme on peut voir ici, un point qui est ici, il est considéré par les méthodes approximatives comme un point d'échec, mais par la surface réelle comme un point appartenant à la zone de sécurité. Puis, on a les méthodes de simulation, comme la méthode de simulation de Monte Carlo. Alors, cette méthode, elle est précise et elle est robuste dans le cas où on a des surfaces d'état limite complexes, sauf qu'elle est très gourmande en temps calcul. Pourquoi? Parce qu'elle consiste tout simplement à générer un très grand nombre de réalisations de champs aléatoires. Dans ce cas-là, ce sera deux couples U1, U2, et compter le nombre de réponses ou de G négatives et divisé par le nombre total des échantillons, et on va obtenir la probabilité de défaillance. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, pour un PF qui est de l'ordre de 10 puissance moins 4, on a besoin d'1 million d'évaluations. Imaginez là 1 million d'évaluations à éléments finis, ce qui n'est pas faisable. Alors, comme solution, on a proposé la combinaison,
la combinaison entre les méthodes de simulation, comme la méthode de Monte-Carlo, et les méthodes de métamodeling, comme la méthode de clivage. Alors, en quoi consiste la méthode de clivage? Elle consiste à remplacer notre modèle mécanique d'éléments finis, par exemple, par un modèle qui n'est pas, un métamodèle qui n'est pas lourd en temps de calcul. Alors, comment ça se passe? Alors, on construit notre modèle de clivage à partir de vraiment un nombre limité d'évaluations éléments finis, appelé plan d'expérience, puis une autre phase. Dans une autre phase, on vient et on enrichit ce métamodèle qui a été construit par ce qu'on appelle fonction d'apprentissage et qui fait appel à quelques évaluations des modèles mécaniques. Et cette procédure d'enrichissement continue jusqu'à avoir un métamodèle qui est suffisamment enrichi. Comme on peut voir ici dans la figure, on a la surface d'état limite exacte en noir et on a le métamodèle en rouge et on a le métamodèle qui s'améliore avec l'ajout des différents points pour évaluation de notre modèle élément fini. Et là, au bout dans cet exemple simple de 5 points, on a une surface d'état limite qui est bien simulée. Une fois la surface, le métamodèle ou la surface d'état limite du métamodèle, elle est bien précise ou bien améliorée, ici, on peut appliquer la méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire on peut générer 1 million de points, sauf que ces points seront calculés par le métamodèle qui est léger en temps de calcul et pas par notre modèle d'éléments finis. Alors, en gros, c'est comme ça le modèle mécanique, mécano-probabiliste couplé. Alors, on a notre méthode de discrétisation pour générer plein de réalisations de notre propriété de sol, de notre champ aléatoire. Ces valeurs sont transmises et affectées au maillage du sol de notre modèle, qui est un modèle élément fini de monopieux soumis à des chargements vertical, horizontal et un moment. Et puis, il y a la méthode probabiliste qui est basée sur le métamodeling et qui nous permet de remplacer après un enrichissement au fur et à mesure le modèle mécanique pour pouvoir à la fin appliquer la méthode de Monte-Carlo sur un modèle qui n'est pas coûteux en temps de calcul. Ici, on peut voir une description plus technique, plus détaillée de ce schéma. Concernant les résultats principaux qui ont été obtenus, alors, ici, on a montré que les méthodes approximatives sont de plus en plus pas efficaces pour des distances de corrélation plus petites, c'est-à-dire plus on a de la variabilité spatiale, plus ces méthodes, plus l'erreur entre ces méthodes et la valeur exacte augmente. Donc, ces méthodes ne sont pas efficaces dans le cas de variabilité spatiale. Puis, on a montré l'efficacité en termes de précision et de temps de calcul des méthodes à développer. Comme on peut voir ici, on a descendu de 25 000 heures en Monte-Carlo à que 40 heures par la méthode développée avec le même résultat en termes de probabilité de défaillance qui a été obtenu. On a montré encore que la probabilité de défaillance augmente en fait avec l'augmentation de la distance de corrélation pour atteindre un seuil
là où elle devient constante. Donc, en vertical, on a la valeur de L, qui est la longueur d'enterrement du pieu, 2.5D, 1.5D pour les directions horizontales, respectivement dans la direction du chargement et dans la direction perpendiculaire au chargement. Alors, ce résultat est bien intéressant parce qu'il montre qu'en prenant en compte la variabilité spatiale du sol, on peut arriver à réduire la probabilité de défaillance de notre structure par rapport au cas où on considère des incertitudes sous forme de sol homogène. Donc voilà, comme résumé, donc, les méthodes probabilistes conventionnelles sont inefficaces en termes de temps de calcul si on souhaite une bonne précision pour les problèmes de fondation avec de la variabilité spatiale. Alors, on a développé un outil efficace pour l'analyse probabiliste des fondations géotechniques et on a démontré que la prise en compte de la variabilité spatiale est importante parce qu'elle peut aboutir à des valeurs de probabilité de défaillance qui sont bien réduites. Là, je passe au projet ANCRE. Alors, ce projet il consiste à étudier deux types d'ancrage pour les structures flottantes en mer. Alors, on a l'ancrage hélicoïdal pour lequel les méthodes numériques existantes ne prennent pas en compte le processus d'installation de l'ancrage, ce qui peut affecter le calcul de sa capacité portante. Et l'ancrage des plats, qui est un type d'ancrage dynamiquement installé, c'est-à-dire qui est installé par chute libre, et qui est souvent performant dans l'argile, mais pas dans le sable. Alors, une nouvelle forme de cet ancrage a été développée par Cho et al. En Australie, et il a été testé expérimentalement par des tests à la centrive, et s'est avéré performant dans le sable, sauf qu'il n'y avait pas des résultats numériques, et pour cela, c'était à nous de réaliser ces simulations. Alors, les défis techniques de ce projet, c'est que la simulation ou la modélisation numérique des processus d'installation des ancrages dans le sol ne sont pas faisables en utilisant les éléments finis classiques qui utilisent l'approche lagrangienne. Pourquoi? Parce qu'il engendre des problèmes de contact et de distorsion de maillage qui sont dus à les déformations qui sont fréquentes dans le sol lors de l'installation. Comme solution, l'approche éolienne lagrangienne couplée, elle peut pallier à ces problèmes qui sont rencontrés par la méthode d'éléments finis classique. Alors, c'est quoi l'approche eulérienne lagrangienne couplée? Alors, cette approche, elle prend en compte les avantages des deux méthodes lagrangienne et eulérienne. C'est quoi? Et elle est implémentée dans Abacus. Alors, c'est quoi une analyse lagrangienne? Alors, dans cette analyse, on a notre maillage qui, sous l'action des forces extérieures, il se déforme avec notre matériau, alors que dans l'analyse eulérienne, on a un maillage qui est fixe et on a le matériau qui circule à travers ce maillage. Et il n'y a pas de problème de distorsion de maillage. Cette approche, elle est basée à ce qu'on appelle EVF, qui est Eulerian Volume Fraction, et qui représente
la proportion de l'élément du maillage qui est occupé par un matériau. Et ainsi, EVF égale à 1 veut dire que l'élément est complètement occupé par le matériau, et EVF égale à 0 représente un élément qui est vide. Donc, dans chaque étape de calcul CEL, on a deux phases. La première phase, comme le montre la figure à gauche, qui là où les éléments ils se déforment avec le matériau, et une autre phase eulérienne qui pour laquelle le maillage il revient à sa position initiale, et la distribution de matériaux elle est remappée à l'aide de l'outil EVF. Et donc, dans ce cas-là, le maillage eulérien qui va représenter dans nos simulations le sol, il va pas avoir des problèmes de distorsion. Et du coup, il suffit de représenter notre structure qui est l'ancrage par des éléments lagrangiens, et notre sol qui va subir des grandes déformations par des éléments eulériens. Donc là, je présente le modèle de l'ancrage hélicoïdal. Alors, ce modèle, il comprend deux domaines. Un domaine eulérien qui est composé de deux parties. La partie rouge, là où on a le modèle, on a notre sol, le modèle du sol, et la partie en bleu qui est une partie vide, et c'est pour tenir compte du sol qui va monter dans cette partie lors de l'installation de l'ancrage. Après, l'autre domaine, c'est l'ancrage qui est modélisé avec des éléments lagrangiens. Et là, concernant les dimensions de l'ancrage, elles ont été prises de telle façon qu'elles correspondent au prototype du modèle de l'ancrage de la centrive travaillé à l'université Gustave Eiffel dans le projet Redin-Payol qui va être présenté ensuite par M. Torel. Et puis la pénétration de l'ancrage, elle a été simulée en utilisant un pas d'avancement par rotation qui est généralement augmenté pour réduire tout ce qui est perturbation dans le sol. Alors, concernant les résultats, tout d'abord, on a montré que l'analyse CEL, elle est aussi importante pour le problème d'installation que pour le problème de la capacité portante, c'est-à-dire qu'on a réalisé deux modèles, un modèle CEL là où l'ancrage il est déjà enterré dans le sol, et un modèle élément fini classique, et on a tiré pour calculer la capacité à l'arrachement de l'ancrage, et il s'est montré que l'analyse élément fini classique s'arrête pour des déplacements relativement petits en raison de distorsion de maillage, et l'analyse en CEL, elle continue pour des valeurs de déplacement plus grandes. On a étudié encore l'effet du pitch de l'ancrage hélicoïdal, et on a montré que le pitch n'a pas d'effet assez important sur la capacité à l'arrachement de l'ancrage, et ce résultat était conforme avec les résultats obtenus à la centrive par l'université Gustave Eiffel. Puis, on a étudié l'effet de l'angle de l'arrachement sur la capacité portante, et on a montré que la capacité à l'arrachement est à peu près la même
jusqu'à un angle de 50 à 60 degrés. Après, au-delà de cette valeur, cette capacité commence à diminuer avec un taux qui est plus grand. Alors ici, je vous présente la simulation de l'installation de l'ancrage hélicoïdal dans le sable. Donc, après la simulation de l'installation, on a pu calculer la capacité à l'arrachement suite à l'installation, et ce pour deux configurations d'ancrage, une configuration d'ancrage surfacique et une autre d'un ancrage profond. Et on a montré que, en prenant compte de l'installation, le mécanisme obtenu dans le sol, il est différent de celui obtenu lors de la simulation sans prise en compte de phénomènes de processus d'installation. Et ce résultat a été encore observé par des travaux réalisés à la Centrif. On a pu montrer aussi que la prise en compte de processus d'installation de l'ancrage peut aboutir à obtenir des capacités à l'arrachement qui sont bien réduites par rapport au cas de Wishton Place, là où on considère l'ancrage déjà enterré dans le sol. Alors, concernant la modélisation de l'ancrage dynamiquement installé, DEPLA, on l'a appelé DEPLA 1, comme c'est une nouvelle version de l'ancrage DEPLA. Alors, dans cette étude, on a considéré deux densités relatives à trois rapports de masse entre l'ancrage en rouge et le follower, et deux vitesses d'impact au niveau du sol. Alors, ces données ont été prises de la même façon que dans les travaux de Shaw et al. Pour pouvoir faire la comparaison. Et en plus, le modèle hypoplastique du sol a été utilisé, qui est un modèle utilisé pour simuler plus réellement la réponse du sol. Ce modèle qui est capable de prendre en compte des caractéristiques du sol qui ne sont pas prises dans des modèles classiques type Moore-Coulomb, comme la dépendance de la rigidité et l'indice de vide et l'état de contrainte dans le sol. Alors, voici quelques simulations réalisées. Donc, on lâche l'ancrage avec la vitesse d'impact et on calcule la profondeur de la pointe qui est obtenue. Alors, les résultats obtenus ont montré que la profondeur de la pointe est fonction de la densité relative, le rapport de masse entre l'ancrage et le follower et la vitesse d'impact, ce qui est logique. Les valeurs obtenues de profondeur de pénétration sont comparables aux résultats obtenus par Shaw et al., qui est, d'après leurs travaux, un résultat prometteur. Alors, comme résumé, donc, on a étudié deux types d'ancrage pour les structures flottantes, l'ancrage hélicoïdal et une nouvelle forme de l'ancrage dynamiquement installé DEPLA. Alors, contrairement aux méthodes d'éléments finis classiques, le CFL a été démontré efficace pour la modélisation numérique de l'installation des ancrages et pour le calcul de capacité portante des ancrages. On a vu que la considération de l'effet de l'installation de l'ancrage hélicoïdal pourrait aboutir à des capacités à l'arrachement qui sont bien réduites.
Et enfin, les résultats de simulation de l'ancrage DEPLA 1 ont montré des résultats comparables à ceux par Shaw et al. Et ce qui montre que ce nouveau type d'ancrage, il pourrait être efficace dans les sols granuleux. Voilà, là je termine par présenter les différents articles qu'on a pu publier pendant ces projets. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être une première question, Abdelkader, maintenant que tu es ingénieur en bureau d'études, tu as été thésard à l'Université de Nantes, tu as développé ces modèles. Parmi ces deux modèles-là, lequel te semble peut-être, je dirais, le plus mature, le plus adapté? Est-ce qu'il y a un intérêt à les utiliser après en bureau d'études pour les études d'ingénierie? Là, vous parlez des modèles. S'il manque encore un gap sur l'un ou l'autre, quelles seraient les étapes à passer? Là, vous parlez des modèles de... À la fois le modèle probabilistique pour faire de l'hétérogénéité, donc dans le cadre de ROS 3D, et puis les modèles lagrangiens. Alors, je dirais on est plus proche. Déjà, à CATI, on fait déjà des simulations CEL. Donc, on est plus vers ce côté-là. Concernant les modèles probabilistes ou l'analyse... Un peu plus fort. Oui, concernant les analyses probabilistes, je vois qu'on est un peu loin partout. Voilà, parce que ça demande des capacités de calcul. On arrive bien à réduire significativement le temps de calcul, mais ça reste un peu demandant d'équipement et de temps de calcul. Voilà. Et sur les modèles que vous utilisez, notamment en CEL, ils sont recalés sur des manips en vraie grandeur, ils sont calés sur des expériences qui ont pu être menées en centrifugeuse, ils sont recalés sur peut-être d'autres bases de données dont vous disposez? Alors, moi, franchement, pour vous dire, moi, je n'ai pas travaillé sur ces projets, mais il y a des gens qui ont travaillé sur ce type de projet. Je n'ai pas l'info pour le moment. Ça veut dire que c'était parfaitement clair. Moi, je connais un peu trop les projets pour poser des questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Abdelkader. Merci pour aussi ton implication dans ces deux projets successifs.